OK. Je vous parle du Japon ce soir. Donc, grosse conférence. On vient de repenser la conception de nos voyages au Japon. Euh, on l'a décliné dans la thématique en quatre temps. Je rentre dans le sujet dans quelques instants. Tout d'abord, qui suis-je avant de me lancer là-dedans? Vous allez voir, je me réchauffe, OK? Plus ça va, mieux ça va aller. Je me présente François-Xavier Blot. Je suis un des conseillers spécialistes Japon chez Caravanier. Quelques années, ça fait bientôt 5 ans que je suis là, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'industrie du voyage d'aventure. Le Japon est une destination qui existait avant ailleurs, dans mon autre existence ailleurs, dans l'industrie touristique. Et on l'a importé chez Caravanier, puis on l'a tout repensé à la manière de Caravanier. Là, en 2026-27, on avait deux voyages historiquement. Là, maintenant, on en est rendu à quatre. C'est ce que je vous présente ce soir. Caravanier est une agence spécialisée au Québec depuis 1998. Donc, ça fait 28 ans bientôt. Donc, vraiment une expertise dans le voyage d'aventure. Je vous invite à consulter notre site Internet pour en savoir plus. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de Caravanier puisque gros sujet ce soir avec le Japon. Donc, Japon en quatre temps. Pourquoi le Japon en quatre temps? En fait, c'est juste quatre thématiques. On aurait pu aussi dire quatre saisons, puisque il va y avoir des ambiances à peu près distinctes, là, selon l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. On pourrait associer donc le ski avec l'hiver, évidemment, les sentiers ancestraux avec le printemps, Kyushu et la mer intérieure plus le sud, la chaleur avec l'été, et puis l'automne, les montagnes des Alpes japonaises. L'histoire du Japon remonte à longtemps. Là, on va parler un peu de perso, mais on va comprendre que finalement, la création des voyages chez Caravanier, c'est un peu le fruit de l'expérience de chacun des spécialistes, nos expériences vécues personnelles, l'expérience aussi beaucoup de terrain. Donc, c'est la particularité, c'est que vraiment, c'est basé sur nous ayant eu les mains en plein dedans ou encore en plein dedans. Je remonte l'histoire 2003. J'ai eu l'occasion de travailler dans un restaurant au Japon. Donc, avant d'être dans le tourisme, j'étais en cuisine et donc j'ai pu fusionner deux passions, le voyage et l'aspect culinaire. Et puis dans un pays quand même où le défi était fort. Alors, l'immersion au travail au Japon, je vous en reparlerai. Je vous invite peut-être à lire ou si vous avez déjà lu Amélie Nothomb avec Stupeur et Tremblement qui fait un beau résumé de mon séjour au Japon. Moi, c'était en cuisine. Elle, c'était dans un milieu d'affaires à Tokyo. À peu près la même chose. Bref, une expérience qui m'a marqué profondément, une expérience qui m'a choqué dans le sens contraste culturel. Et ça nourrit quelque chose dans ma tête. Quand je suis arrivé dans le tourisme en 2008-2009, eh ben, j'ai commencé à triper sur le pays et me dire on va y aller avec un regard historique. Et puis tout ça fut un peu la genèse de cette destination-là maintenant qu'on offre. L'idée, le lien, ce qui a permis, là, si vous voulez, on va dire, euh, de faire prendre la maillot. Termes culinaires, les musiciens, ben, c'était le lien avec un ami de longue date, Camille Loger. Donc, Camille était guide de ski dans les Chic-Chocs en Gaspésie. On collaborait de proche de loin ensemble à cette époque-là. Et puis, à un moment donné, il est allé vivre au Japon. Il s'est marié là-bas, il est avec une Japonaise depuis presque 20 ans, trois enfants bientôt. Donc, ça a été notre personnage parfait pour construire et constituer notre offre Japon. Donc, il guide aussi nos destinations dans la plupart des cas, mais il est assisté de deux autres bonhommes qui sont très sympathiques. Ici, Cédric, Suisse d'origine, comme Camille, qui vit là-bas, marié là-bas aussi. Donc, Cédric guide beaucoup nos treks, tous les voyages un petit peu plus engagés au Japon pour Caravanier. Et puis Jaja, dit Antoine, ou l'inverse, Antoine dit Jaja, donc qui fait aussi plus les voyages à caractère. Ben, il est plus sur notre voyage Kyushu mer intérieur, plus à caractère culturel, mais il fait aussi les treks. Donc, ces trois gars-là, finalement, sont nos guides caravaniers à destination au Japon. Dans les trois cas, ils sont mariés avec des Japonaises, vivent depuis plus de 10 ans à destination, ce qui en fait une immense force en termes de possibilités d'immersion, d'échange culturel. Parler la langue, c'est fondamental. Tous nos voyages au Japon vont dans l'esprit de saisir
ses rites, saisir toutes les coutumes du pays. C'est pas banal comme mission. On va beaucoup jouer toute la thématique générale des quatre temps, si vous voulez. C'est beaucoup basé sur le contraste entre modernité et tradition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important où on veut vraiment vous faire saisir tous ces aspects-là en même temps qu'on fait de la marche, tu sais. Donc en fait, le volet aventure, trekking est aussi important que le volet culturel. Je pense que c'est quelque chose de fondamental à avoir qu'on construit quelque chose au Japon. Donc par exemple, la cérémonie du thé. Donc faire le thé matcha, par exemple, c'est un processus incroyable. Ça prend une assiduité, une déférence aux règles absolues. Euh, Regardez ça, une contemplation en soi. Donc, saisir la tradition ou le rituel du thé matcha, c'est saisir bien des codes dans la civilisation japonaise. Je pourrais aller dans le même esprit que tout l'art de façonner des outils comme des couteaux. Donc, l'art déguisé, l'art de travailler le métal. Cette culture-là, on va dire, artisanale, elle est fondamentale à la culture et on va avoir plein d'occasions de pouvoir saisir ça. On va se plonger aussi dans la modernité du Japon, évidemment, avec tout son côté urbain, technologique. Tu sais, c'est l'un des pionniers dans le monde pour ça depuis des années. Entre autres ici, l'expérience du train Shinkansen, un des trains les plus rapides de la planète. Au niveau culinaire, je m'en vais un peu dans ce terrain-là avec cette photo-là. Aussi toute la technologie, peut-être dans son côté. Tu sais, Japon, pour moi, si je reprends l'idée du début, la cuisine, là, puis l'immersion au travail, le Japon, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été une passion. Ça a aussi des fois été comme, mais mon Dieu, vous m'énervez. Mon Dieu, que des fois, il y a des choses qui m'agacent fondamentalement. Une espèce de relation amour-haine. Entre autres, ici, je peux être fasciné par les machines distributrices qu'on trouve à peu près partout. Il y a un côté quasiment esthétique à ça, mais il y a un côté aussi surabondance. Surabondance de techno, surabondance de consommation d'énergie, de bruit, parce que toutes ces machines-là finissent par parler. Il y en a des plus tranquilles, par contre, dans des environnements beaucoup plus reclus. Et ça, c'est fascinant de voir à quel point la machine distributrice au Japon peut être dans des endroits vraiment particuliers. Donc, voilà, ça me met à la table pour l'aspect culinaire. Donc, tous nos voyages vont pousser à fond le volet je dis gastronomique, mais parlons plutôt de l'aspect culinaire, parce qu'on n'est pas toujours dans la fine cuisine japonaise. On va apprendre au Japon finalement que le coût de la nourriture, l'accès à la nourriture est pas si élevé que ça par rapport au reste peut-être du coût de la vie à destination. C'est surprenant à quel point c'est accessible, parce que c'est une valeur super importante, la tradition de manger. Vous allez me dire, c'est ça partout dans le monde, mais ça, c'est une attention très particulière au Japon. Puis on va retrouver toutes sortes de déclinaisons de restaurants, de kiosques de nourriture. Entre autres, souvent les plus simples expressions, des machines distributrices, on commande comme ça à droite sur un ensemble de bitons. Il faut comprendre qu'est-ce qui est marqué sur le menu. Puis ensuite, quelques instants plus tard, c'est servi à travers un petit passe comme ça, puis il y a à peu près un espace de 6-7 tables pour manger rapidement. La consommation de la nourriture va aussi dans le flot effréné de la vie urbaine, donc on aura l'expérience de deux fois de vivre ça, d'aller des fois dans des petits kiosques de nourriture comme on retrouve dans le marché aux poissons à Tokyo, petits kiosques comme ça, très personnalisés. Euh, qui offre une multitude de variétés de choses, souvent une ou deux spécialités, et puis ça va vraiment varier selon où on va. Mais le marché aux poissons de Tokyo, c'est un bel exemple pour retrouver cette nourriture de rue qui est très intéressante. Dans les coins plus au sud, qu'on va être dans une thématique plutôt mer, au bord de mer, et bien là, un Japon beaucoup plus décontracté, évidemment une cuisine beaucoup plus orientée par ce que la mer peut offrir. Et Dieu sait qu'au Japon, tout ce qui sort de la mer, c'est abondant. Il y a énormément de choses et donc on peut se faire vraiment surprendre. Donc ça en soit un gros choc culturel au niveau culinaire quand on est au Japon. Un autre aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est les izakaya. Donc, tous les bistrots ou tout ce qui est construit autour, souvent des villes, hein, parce qu'on sait qu'au Japon, le rapport au travail puis à la famille a toujours besoin d'une soupape. Tu sais, après le travail,
Souvent, les villes sont concentrées de manière, tu sais, toutes les tours à bureaux au centre, puis tout en périphérie, tu as tout le divertissement. Et là, le divertissement, on peut toutes les nommer. On va se concentrer sur la restauration ici. Donc, le bistrot, fin de journée, on peut prendre une bière, un petit plat, une bière, un petit plat, sur le base un peu, sur l'idée des tapas. Eh ben ça, c'est très abondant dans certains petits quartiers. C'est très chaleureux, souvent, ces ambiances-là. Puis on va retrouver ça dans la plupart des villes où on va passer dans tous les voyages qu'on offre. Donc, l'izakaya, c'est une expérience en soi, puis on collectionne les bonnes adresses. Des fois, ça peut être un petit peu plus friendly, des fois un petit peu plus fin, comme ici à Matsumoto. Il faut savoir que le code d'exécution, l'esthétisme, la simplicité, c'est vraiment des valeurs fortes dans la cuisine japonaise, et puis ça, on va pousser ça fort. Voici un peu l'ambiance dont je parlais de ces petites rues-là qui sont dans les zones périphériques, des tours à bureaux ou des zones urbaines. Donc, on va démystifier aussi certaines choses que, bon, le sushi, évidemment, on peut avoir quelque chose de vraiment poussé au Japon, là, en termes de qualité de sushi, mais on peut avoir quelque chose de vraiment facile, accessible, tout en termes de coût, en simplicité. On en a des fois des sushis comme ça dans les kombini, qui sont les dépanneurs qu'on retrouve un peu partout, en fait, partout dans le Japon. Tu sais, que ce soit les 7-Eleven, les Lawson ou les Family Mart, là. Donc, le sushi se retrouve partout. Dans certains treks, mais en fait, dans la plupart des treks, euh, et dans certaines immersions comme en ryokan, minshuku, qui sont des termes d'hébergement que je parlerai un peu plus tard, eh bien, la cuisine traditionnelle, elle, va s'imposer. Ça va être souvent même la seule option possible. Donc, le Japon mange encore très traditionnel, encore une fois, contraste modernité, tradition. Et donc, le bento, qui est cette multitude de petits plats qui composent les mets, eh bien, ça va être souvent matin, midi et soir. Tu sais, ou matin et soir sous cette forme, puis midi sous la forme d'une genre de boîte à lunch, une lunchbox qu'on retrouve. Donc, ceci peut être un souper, mais ceci est un déjeuner. Donc, on se retrouve surtout partout en Asie, souvent, il n'y a pas trop de contraste entre le matin et le soir en termes de tradition culinaire. On est beaucoup sur les poissons, les bouillons et le riz le matin. Donc, c'est quand même un autre choc culturel qu'on va vivre qui est cette rencontre-là avec les traditions culinaires japonaises en rando pas mal, puis dans certains endroits spirituels. Et puis je finis avec cette photo pour la nourriture pour vous dire que l'esthétisme ou l'art du zen est vraiment appliqué même en haute cuisine et ça, on aura l'occasion des fois d'expérimenter cela. Quand on part, attendez, je vais juste essayer de... Je fais une petite pause là, prenez un verre d'eau. C'est parce que j'ai comme perdu tout affichage. Hum. Je vais m'attendre 2 secondes. Je vais juste m'assurer que j'ai tout le monde, que je puisse voir vos questions. Je vais déconnecter 2 secondes. Parfait. OK. Excusez, on repart ça. Donc, quand on part sur ces voyages-là, je ferai un résumé à chaque destination pour quand on part. Mais en gros, si on regarde des saisons, là, si on part de janvier, finalement, janvier, février, début mars, c'est la belle neige au Japon. Si vous voulez skier, là, ça touche pas vraiment à notre offre, vous allez voir. Mais si vous voulez skier la poudreuse japonaise à la Japao, eh ben, c'est vraiment janvier, février. Si on décale un petit peu, mars, avril, c'est la floraison des sakuras qu'on voit ici, ce sont les cerisiers, qui est un moment très fort au Japon, mais qui fait, si vous voulez, une limitation des disponibilités au niveau de l'hébergement, puis qui fait un enflement des prix. C'est une période qui est très, très, très en demande, qui est très esthétique, évidemment, mais qui explose les prix. Donc, c'est la haute saison japonaise. On va avoir un petit peu plus tard, au début mai, la Golden Week. Je conseille qu'il n'y ait pas un moment pour y aller, puisque tous les Japonais sont en vacances dans leur pays, souvent, principalement dans leur pays. Donc, la Golden Week début mai, pas à conseiller. On va avoir l'équivalent de la Silver Week en septembre, tout début septembre, des fois qu'il faut essayer d'éviter. Puis après ça, quand on va vers mai,
Eh bien, mai et novembre, là, je vais jouer avec l'autre opposition de la saison. Ce sont souvent les plus belles périodes qu'on trouve à peu près partout dans l'archipel parce qu'il y a une stabilité du climat, peu de précipitations, le climat est doux, chaud et doux, là, c'est-à-dire autour de 25 degrés. C'est vraiment agréable. Donc, le printemps en mai et puis qu'on appelle le coteau, donc qui est si vous voulez, la période de coloration des feuillus là, qu'on va retrouver en novembre. Donc ça, c'est une autre période très esthétique et notre voyage Kyushu à l'intérieur va se dérouler pendant ce temps-là. Sinon, ben, l'été, c'est chaud et humide, sauf que dans les Alpes, ça va. Donc, notre voyage de trek dans les Alpes pourrait se passer l'été, mais aussi de septembre à octobre, puisque c'est plus calme comme saison, moins achalandé, puis surtout hors saison pour le mont Fuji. Donc, ça fait à peu près le topo. Décembre, c'est une période, c'est comme notre mois de novembre au Québec, là, c'est la transition, il fait pas super beau, c'est slotché gris. Donc nous, on se concentre pas trop sur décembre. Voilà, voilà. Sinon, carte, on voit, j'ai mis avec des étoiles les principales zones ou principaux lieux de randonnée actifs qu'on peut faire, randonnée active qu'on peut faire au Japon en partant. Et j'ai mis en orange là, l'Hokkaido puisqu'on n'y va pas, nous autres. Mais je conseille quand même pour ceux qui veulent s'aventurer par eux-mêmes à y aller. On fera peut-être un voyage là un jour. Sinon, c'est les Alpes japonaises, le Nakasendo au sud. J'y vais là, si vous voulez, de haut en bas, de droite à gauche. Le Kumano-Kodo dans la péninsule de Ki au sud d'Osaka. Toute la région de la mer intérieure qu'on peut faire en vélo, qu'on peut faire à pied aussi, donc autour de Himeji, Hiroshima. L'île de Shikoku, reconnue pour son trek ou pèlerinage des 88 temples. Puis l'île de Kyushu, tout au sud-ouest, qui est une île volcanique avec un écosystème tropical qui est superbe. Donc voilà. J'arrive sur notre offre. OK, ça fait 20 minutes que je parle. Euh, notre offre. Donc les quatre temps, c'est ceux-ci. Donc Kyushu et mer intérieure. Donc vous voyez sur la carte là, les lieux principaux qu'on peut voir, qu'on visite. Les sentiers ancestraux. Donc, tout récemment, on a subdivisé notre voyage qui s'appelle les Kumano Alpes Fuji, qui est un voyage de 22 jours. On l'a subdivisé en deux voyages, un qui fait 18 et l'autre 16 jours. Parce qu'on va donner plus d'espace à du temps libre aux gens pour visiter les villes, etc. Donc, pour faire des voyages de 3 semaines. Donc, on trouvait que c'était une meilleure formule comme ça, puis ça réduisait les prix aussi. Donc, si on regarde dans les étoiles jaunes, deux treks, le Nakasendo, le Kumano-Kodo, la péninsule d'Issei, puis toute la région de Kyoto-Nara. Il faut comprendre que dans tous les voyages, on finit par voir et être à Tokyo puis Kyoto-Nara, selon si ça commence, ça finit, là, mais on joue toujours avec ces deux villes-là parce que c'est très bien desservi avec les vols d'Air Canada, entre autres, qui font des escales à Vancouver puis qui arrivent sur Tokyo ou qui vont jusqu'à Osaka. Sinon, le sommet sacré, on se concentre plutôt sur les Alpes principalement. Là, on trek dans les Alpes avec le Fuji. Ski Sakurasake d'un petit nouveau en ski de randonnée, c'est pas du ski de descente, là. Et là, encore une fois, dans les Alpes avec Akuba, Kanazawa, puis Kyoto au mois de avril, puisque c'est la floraison des cerisiers, puis c'est super. Donc, en images, tout ça, allons, plongeons-nous dans le Kyushu à l'intérieur. Et la façon que je les présente aussi, là, c'est en ordre de niveau. Donc, on a une échelle de 5 niveaux chez Caravanier. Elle est très subjective à nos voyages. Là. Il n'y a pas de charte internationale là-dessus. C'est fondamentalement le plus accessible, c'est le niveau 1, mais ça reste toujours actif. Tu sais, on va parler peut-être je sais pas moi, de randonnée entre 400 et 600 mètres de gains positifs pour des durées entre 4, 5, des fois 6 heures. Tu sais. Dans les niveaux 1, il y a plus de déplacements aussi parce qu'on est plus à la recherche de différents endroits versus les niveaux plus avancés où on se concentre géographiquement. Donc, niveau 1 pour le Kyushu mer intérieur, on voit rapidement là, tout le trajet. Vous réécouterez ça en rediffusion, là, mais en gros, c'est quoi? On arrive à Osaka, on visite la région, on passe dans un bateau qui nous amène à Beppu sur Kyushu, et puis tranquillement après ça, on revient avec le trajet bleu jusqu'à Osaka. C'est le défi d'avoir un long voyage, quand même 19 jours, qui est très, 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 très,
qui nous permet de se déplacer qu'en transport en commun. Et ça, c'est la particularité de quelques-uns de nos voyages, dont celui-ci. On a calculé en tout et partout, c'est environ 18-19 heures de transport en commun sur le 19 jours. Donc, c'est assez concentré et c'était le défi qu'on se lançait. Le transport en commun, son gros avantage, c'est évidemment de pouvoir être en immersion avec les gens, pouvoir voir le rythme du Japon, puis de pouvoir profiter de ce système-là qui est dans les plus efficaces au monde. On a de la crotte à manger dans la région de Québec et Montréal, moi vous dire. Donc, Osaka, Kyoto. Donc, Kyoto, on va plutôt aller chercher l'aspect Nara, tout ce qui est berceau du bouddhisme, les premiers temples, les premiers signes du bouddhisme, les traditions. Donc, c'était l'ancienne capitale pendant bien des années. Donc, on veut vraiment faire découvrir cet angle-là. Mais on n'y passe pas beaucoup de temps. Donc, il faut comprendre que tous les voyages, globalement, que ce soit Kyoto, là, il y a une photo, on va passer à l'autre. Euh, que ce soit Kyoto ou Tokyo, on y passe souvent juste une nuit, une journée. L'idée, c'est juste comme, OK, on se repère, mais on va beaucoup pousser pour que les gens se réservent des pré-nuits ou des prolongations après. Surtout des prolongations après parce que vous allez être tout armé déjà, en guillemets, avec vos connaissances du pays, le vocabulaire de base, savoir comment fonctionnent les transports en commun. Donc, c'est facile après de faire des extensions par vous-même. Et puis souvent, on avait des demandes là, qui allaient dans tous les sens. Et c'est super, là. Mais moi, je vais rester 3, 4, 6 une semaine à Tokyo. Je vais aller là. Fait qu'on a décidé de tout retirer de portions urbaines où on n'a pas non plus une plus-value absolue, là, pour vous le proposer en extension. Puis on adapte les vols en conséquence. Puis on vous donne même des références d'hôtels si vous le désirez. Donc voilà, on continue notre exploration. Donc on est vraiment dans l'immersion à Nara, trad. Et puis, côté moderne, mais moderne rétro à Osaka, dans certains quartiers qui sont quand même assez magiques. Donc, on joue beaucoup avec ça. Et Osaka, yeah, ça c'est le canal central d'Osaka. Et on joue beaucoup avec ça pour faire des contrastes forts, pour puncher un peu. Et puis, Osaka, c'est notre port d'entrée pour se rendre à Beppu. Donc, pour faire la longue traversée vers le sud-ouest du Japon, on prend un traversier de nuit où il y a onsen, resto et cabine. Donc, c'est une longue traversée d'environ 12 heures, mais on le fait de nuit. Fait que ça fait comme si c'était un hôtel, une nuit en hôtel. On arrive à Beppu. Beppu, c'est la ville d'entrée, là, une des villes principales de l'île de Kyushu. Et là, tout de suite, on voit la thématique source thermale, territoire volcanique qui est très présent. Donc, ça, vraiment, la géothermie là-bas, c'est partout. Les sources thermales, les bains, les onsen, on voit ça partout. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller explorer ce côté-là. On est aussi dans un contexte tropical qui est frappant. Puis, ça va être là-dessus qu'on va jouer pour euh, nos premières randonnées qui vont se dérouler dans le massif, l'immense massif volcanique du mont Aso. Voilà. Rhododendron, autres fleurs. Donc, on est vraiment dans un trait comme vous voyez exactement ici, des photos qui ont été prises par mon collègue Alexandre dans des premières versions du voyage. Donc, volcan, mais volcan où la végétation a un peu comme pris le dessus, même une végétation qui est entre le tropical et la forêt de feuillus. Donc, des fois, ça nous rappelle quasiment, avec un petit peu d'imagination, nos belles Laurentides. En tout cas, moi, c'est parce que je viens des Laurentides, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pas tout, hein. Donc, on est vraiment, c'est un immense massif et puis on va vraiment rayonner à la journée à partir d'hébergements sur la montagne pour explorer tout cet immense massif. Donc, ça sera le premier volet, si vous voulez, de randonnée. On va utiliser le terme randonnée parce que c'est pas un trek en itinérance, c'est randonnée dans le sens où on part de camp de base puis on rayonne. Donc, on est toujours dans les niveaux 1 avec simplement sac de jour pour toutes les marches. Après Moasso, Beppu, on quitte l'île de Kyushu avec le transport en commun en train pour se rendre ici dans une ville connue par l'histoire, donc Hiroshima. Donc Hiroshima qui a eu malheureusement la première des deux bombes atomiques de l'histoire. Donc on a ce témoignage-là, musée de la guerre, musée de la bombe atomique, et puis aussi regard sur la ville. On a aussi
Là, j'ai Mikosan, en tout cas, bref, l'île en face, que j'oublie le nom. Bref, on explore tout le mont Mycène, puis la Grande Torii qui est dans l'eau, là. Bref, j'oublie les noms. C'est pas grave. Vous irez voir le site. Mais bon, c'est une portion urbaine, finalement, ce sera une des villes principales, là, de ce voyage-là qu'on va explorer. Puis on aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai beaucoup de photos de petites ruelles comme ça, là, comme je vous parlais tantôt des izakayas, mais ça, c'est vraiment l'âme du Japon assez unique dans le monde et qu'on essaye de porter un regard. Aussi, toujours ce contraste-là entre tradition et modernité. C'est des photos d'Alexandre qui sont superbes dans certains blocs appartements. C'est la fameuse Torii dont je cherchais le nom. Euh, je cherche encore le nom d'ailleurs, mais c'est un quiz. Écrivez-moi dans le chat si vous avez la réponse. Donc, Mont Mycène ici, qui est sous forme un peu d'un pèlerinage. On est dans le bouddhiste shintoïste, dans ce coin-là. Un peu partout même, dans le Japon. On se transpose, Parc national de Seto, on s'en va vers l'est, on revient vers le centre, si vous voulez, de la péninsule d'Honshu. Et là, on va reconnecter avec une autre île, parce que finalement, on fait trois îles dans ce voyage-là. On fait Honshu, l'île principale, Kyushu et Shikoku. Donc, Shikoku qui se relie par un ensemble de routes et de ponts par des archipels du parc national de Seto. Et ça, on va le faire en vélo. Historiquement, c'est quelque chose que dans le temps, j'ai pu faire pour Vélo Québec, donc monter ce voyage-là. Et puis je me suis dit, hey, c'est juste génial de le faire comme ça. Donc c'est du vélo urbain, là, ici, c'était des photos de l'époque Vélo Québec, là, mais nous, on a plus des vélos urbains ou hybrides, si vous voulez. Et on va relier 100 kilomètres en 3 jours, finalement, à partir d'un même lieu où on va dormir au milieu des îles. Donc c'est vraiment superbe, c'est une piste cyclable qui est clean de chez clean et c'est certainement des plus belles dans le monde avec tout son réseau comme ça de petits ponts qui relient cet ensemble d'îles-là. C'est un grand must dans cet archipel même dans le Japon. Voilà. Aussi, sur Shikoku, un peu plus à l'est, même ça fait le tour au complet, eh ben, t'as le trek ou le pèlerinage des 88 temples. Donc, ça, c'est un pèlerinage connu au Japon, un peu dans l'esprit de Compostelle. On voit le symbole ici, et donc c'est de relier la plupart de ces temples-là, qui souvent, même aujourd'hui, sont englobés dans les agglomérations urbaines. Mais ça reste que nous, on va se concentrer dans le coin à l'est pour, excusez, ça bouge à la maison, Euh, pour voir les plus beaux temples, selon nous, puis la plus belle région du nord-est de Shikoku. Donc, vélo, rando dans une connotation pèlerinage. Et puis, c'est ça, certains de ces temples qu'on peut, euh, qu'on peut voir sur Shikoku. Certains jardins japonais qui sont sublimes. Cet art du zen, là, la simplicité, c'est palpable là, sur Shikoku. Et en finissant au nord-est, eh ben, il y a un traversier qui nous amène sur l'île de Naoshima. Et l'île de Naoshima au Japon est reconnue pour avoir plusieurs œuvres d'art d'architecture et de sculpture. Entre autres, ici, l'artiste Yayoi Kusama, donc, qui est une artiste excentrique du Japon, qui est cool quand même. Et puis, on retrouve plusieurs de ses sculptures de courges ou de citrouilles un peu partout sur l'île, des endroits un peu anodins comme ça. Elle a eu déjà fait une exposition récemment à Montréal, puis on voit toute l'excentricité du Japon, qui est un volet aussi intéressant. On va exploiter un petit peu plus quand on sera à Tokyo. Donc, c'est une île, c'est un passage finalement de transition vers le retour à Honshu, où on va se diriger et finir vers Himeji, donc pour voir un des grands donjons là, ou châteaux médiéval qui est encore préservé aujourd'hui. Donc, le château des Meiji, c'est un des must là, qu'on voit sur le voyage de Kyushu. Pour les autres voyages, on va plutôt aller chercher le château de Matsumoto. Voilà, donc ça se passe en mai, 2 départs annuels, mai et novembre. Mai pour la période tranquille, climat, mais quand même confortable, puis novembre pour la période du Koto, qui est la période de changement de couleur qu'on retrouve dans les arbres feuillus. Voilà, petite pause. Je regarde. Des questions, pas de questions. Excellent. Je répondrai à la fin, peut-être les questions si vous en avez, là, mais ça me fera plaisir là, de prendre du temps pour ça.
J'enchaîne. Donc, nouveau voyage, mais basé sur tous les fondements de l'ancien. On l'appelle Japon Sentiers ancestraux du Nakasendo et Kumano Kodo. Donc, c'est les deux sentiers ancestraux qui nous intéressent dans ce trek-là. Je trouve que cette photo-là, on retrouve dans le Kumano Kodo, pas loin de Honggu, représente bien l'esprit de ce voyage-là. Vieille pierre, ancienne route, forêt assez homogène, gigantesque. Donc, il y a vraiment quelque chose propice au recueillement dans ce trek-là. Fait qu'on les a juste regroupés ensemble pour garder une thématique. Avant, on avait plusieurs thématiques et des fois même les niveaux se tiraillaient dans la perception. Là, on est clairement dans un niveau 2 parce que c'est pas des treks nécessairement dans le sens que c'est en itinérance, mais attendez, je vais y arriver. Ouais, c'est des treks, c'est des randonnées en boucle, si vous voulez. Donc, au niveau confort, on est toujours en hébergement, il n'y a pas de refuge. Donc, on est en une variété d'hébergements, que ce soit des ryokans, des minshuku, des petits hôtels, des petites auberges. Donc, pas de vie commune de refuge comme on a dans le sentier, dans les sommets, les sommets sacrés, pardon. Mais quand même des journées plus soutenues qu'on va retrouver au niveau 1. Donc, c'est 800 mètres à peu près, des fois la moyenne, on va dire, là. C'est 600, 800 mètres pour des distances qui peuvent aller 15-18 kilomètres selon. Mais vu que des fois, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, ça peut faire plus de distance. Mais ça reste clairement un niveau 2 dans ce que vous avez, si vous connaissez Caravanier, là. C'est une référence validée. Puis aussi les conditions générales, là, c'est quand même confortable dans les périodes de l'année où on y va. Donc c'est clairement pour cibler ça. Et si on le considère aussi comme un voyage Dolce Vita pour le confort de son hébergement. Premier trek ou zone de randonnée ou grand sentier, le Nakasendo. Là, j'ai fait exprès pour pas me faire repérer. Tu sais, là, ça prend votre connaissance géographique. Là, on voit Matsumoto en haut, on voit Nagoya. Donc, on est entre les deux. C'est un chemin, en fait. Ce qui est fascinant de ce trek-là, c'est qu'on vous amène dans le Japon féodal. C'est la route des shogunats de l'époque de Tokugawa. Donc, on est au 17e siècle. Il y a des séries japonaises sur Netflix là, qui en parlent un peu de ce sentier-là. Donc, pour vous mettre dans le bain un peu, là, on arrive à Tokyo, on se déplace à Matsumoto, on visite Matsumoto, on voit le château, on va le voir plus tard en image, le château de Matsumoto, puis là, hop, Shiojiri, puis on traverse cette grande vallée, donc on est dans le sud des Alpes. On est plutôt en vallée qu'en montagne, mais quand même. Puis on va relier différents endroits entre Shiojiri et Magomejoku, qu'on va au sud. Magomejoku, c'est assez connu en termes d'image, là, de village. Donc on fait les plus beaux villages, mais on va se déplacer des fois, court déplacement en train ou en véhicule pour faire les plus belles étapes de tout ça. Sinon, c'est un très long trek, là. C'est une très longue route. OK? Il faut comprendre que ça, dans l'histoire du Japon, en fait, finalement, ce voyage-là, là, des sentiers ancestraux, c'est un voyage dans le temps au Japon. C'est pour faire découvrir plusieurs époques, comme ici, bon, je parlais du Japon féodal. On va voir un petit peu plus tard le Japon mythologique en bord de mer. On va voir aussi le pèlerinage des empereurs, donc le Japon sacré dans le Kumano Kodo, puis même une immersion dans la vie monastique, puis dans les premiers balbutiements du bouddhisme shintoïste. Donc ça, c'est ça la trame. Tu sais. Chacun de nos voyages a une trame, un fil conducteur, et puis là, vraiment, c'est ça ici. Donc on se balade dans cette vallée-là, et ça nous amène ce type de paysage. Donc, pas des immenses dénivelés, parce que justement, on est plus en vallée, entouré de montagnes. Mais on croise beaucoup de traces du passé. Le Japon féodal, mais le Japon féodal, faut comprendre, c'est 1600, 1700, tu sais, c'est l'époque Meiji finalement, tu sais, des shoguns, etc. Donc c'est pas si ancien que ça, mais quand même plusieurs petits villages charmants qu'on va traverser. Et puis des forêts comme ça, des forêts pas endémiques, mais des forêts avec une essence d'arbre, là, mono-essence d'arbre, que ce soit du cyprès ou du cèdre. Donc, ça donne des ambiances mystiques. Souvent, quand la brume s'en mêle le matin à cause de l'humidité, c'est superbe. Donc, c'est traverser le village comme ici. Ma photo est très mal cadrée, guys.
Traversée de Torii, les portes sacrées, puis des ponts. Tu sais, on est vraiment dans un Japon habité, mais un Japon ancien. Et tout ça va aboutir dans les charmantes rues de Magome-juku, où là, c'est très, très prisé là, en termes de tourisme. Donc, nous, on va déjouer ça, partir très tôt, le faire dans le sens inverse, parce qu'encore une fois, le Japon, ça peut être fascinant, mais on est quand même dans un pays qui subit en ce moment la surabondance touristique, donc il faut trouver des trucs assez wise pour s'en sortir. Ces treks-là sont des incontournables selon nous, mais il y a des façons de déjouer pour pas vivre une moins belle expérience, disons-le comme ça. On enchaîne avec le Kumano Kodo. Donc le Kumano Kodo, faut comprendre, là, je vous laisse travailler au niveau géographique, mais on continue dans l'axe sud-ouest là, par rapport à Nakasendo. Je l'ai montré tantôt si vous en souvenez. Eh bien, on va commencer ça avec Issei. Donc, on va dans le Japon, comme je disais tantôt, mythologique, les grands sanctuaires, la route, c'est aussi la route navale qui reliait Kyoto à Edo. Donc, autant le Nakasendo que le Kumano-Kodo, c'était des routes qui étaient des routes de pèlerinage ou des routes d'accès entre la capitale du Japon de l'époque, Kyoto, et Edo, qui était un pôle économique, si vous voulez, qui est devenu Tokyo avec le temps. Donc, et puis tout le monde, tous les Japonais devaient, si vous voulez, cheminer par une de ces routes-là. C'était dans puis par rapport aussi à la religion shintoïste, bouddhiste, donc c'était à faire dans sa vie, comme il y a bien des pèlerinages ailleurs dans le monde qui sont dans cet esprit-là, si on regarde le regard historique. Puis même, il y avait des conséquences, ça c'est négatif, là, si tu les faisais pas, ces grandes routes-là. Donc, vraiment, on reprend ces routes-là, puis ici, ben, c'était le port, si vous voulez, d'accès par la mer. C'était la voie maritime qui reliait le pèlerinage de Kumano-Kodo à Edo. Fait que nous, on arrive là, puis on voit le volet des sanctuaires, puis du bord de mer. Puis après ça, on se plonge dans le Kumano-Kodo, qu'on voit avec Nashi, Onge, Tanabe. Puis après ça, immersion dans Koyasan, plus dans l'univers des moines bouddhistes. Puis Yoshino, Nara, qui est vraiment le Japon quasiment préhistorique. Donc le bord de mer, ici, on se plonge en photo. Donc, ça fait du bien, il fait chaud dans le sud du Japon. Mai, novembre, même, c'est octobre, là, ce voyage-là est possible. C'est chaud, c'est tropical, c'est port de mer. On va voir aussi la culture japonaise, pas mal japonaise, pardon, plus décontractée, plus relaxe, hein. À chaque fois, la géographie altère quand même les traits culturels de tous les pays dans le monde, mais c'est pas d'exception au Japon. Le rocher des amoureux, où là, l'homme et la femme sont reliés à jamais. Quelque chose de tragique et de beau là-dedans, dans dans cette mythologie. On va voir le sanctuaire d'Issée aussi avec la déesse du soleil qui s'appelle Amaterasu. Le terme Ama va nous intéresser aussi quand on va aller rendre visite aux plongeuses pêcheuses de perles. Donc, on retrouve dans le sud de Issei, donc les Hamasan. C'est un mode de vie qui est préservé, reconnu par l'UNESCO. Donc, on aura la chance, peut-être, parce qu'ils sont difficiles de plus en plus à garder contact, là, mais aller pêcher avec elles. Ça, c'est des photos que j'ai faites récemment en 2024. Le trek de Kumano Kodo s'enchaîne suite à cette visite de la péninsule d'Issei. On commence par le site de Nashi. Et l'idée du trek du Kumano Kodo, c'est qu'on fera pas le pèlerinage au complet, parce que sinon, il faudrait investir beaucoup plus de temps pour le faire. Mais l'idée, c'est de prendre le plus beau de chacun et de rayonner, si vous voulez, de faire des boucles en rando, des fois pour permettre aussi d'avoir deux nuits au même endroit, pour être moins en constant déplacement. L'idée du Kumano Kodo, je l'ai dit tantôt, pèlerinage des empereurs, c'est le Japon sacré, c'est le berceau du bouddhisme shintoïste. Donc, plusieurs temples d'importance, on va en relier trois, quatre d'entre eux. Et c'est cette idée-là de se faire une quête, même nous, aujourd'hui, au 21e siècle. Oh, pardon. Donc, j'ai parlé tantôt de Nashi, qu'on voit ici, les porte-tories qui nous amènent sur le site, la grande chute et tous les rituels qu'on va apprendre à caractère spirituel. On n'est pas obligé de jouer à la game, mais ça vous dit, on vous montre comment. Mais ça, c'est quand même frappant. Ça frappe l'imaginaire et c'est quelque chose de sympathique à vivre au Japon. La pagode de Nashi et ces portes-là qui nous amènent dans ce territoire-là,
Et le Kumano Kodo a sa couleur particulière, très vert, très cèdre, très arbre géant. Donc, pas tout le temps, mais presque. Comme on peut voir ici. On est souvent sur des vieilles pierres, des vieux sentiers, plein d'histoires, on va voir témoignages du passé. Et ça, on aime bien ça, vous rendre compte de tout ça. Des vieilles maisons de thé qu'on croise encore, certaines ouvertes aujourd'hui, ceux qui ont déjà randonné au Népal avec nous, ou même de votre côté. Le Népal a aussi ces traditions-là de ravitaillement ou de pause ou d'arrêt pour les voyageurs, les pèlerins. Alors, il y a encore ça aujourd'hui, c'est très intéressant de pouvoir y faire arrêt. Voici le type de terrain, donc c'est sûr que c'est pour ça que c'est un niveau 2 hein, quand même. Il peut y avoir du dénivelé dans le Kumano Kodo, il peut y avoir de la roche pas évidente pour marcher, donc tu sais, ça reste quand même engageant, faut pas le minimiser. Mais c'est superbe. Et puis ces allées-là avec les immenses cèdres, là, c'est juste incroyable. Donc voilà, c'est autour de Hongu en passant ça, c'est où on voit cette route-là. Je parle bien de cette route-ci. Sinon, ben, on va croiser des villages où la vie bat son plein, les écoles, l'agriculture en rizière, donc le Japon rural, dans une région humide de collines, donc c'est très particulier du Kumano. Les départs matinaux peuvent ressembler à gauche ici, donc cette brume-là qui est typique de tous les matins finit par se dissiper, puis toujours reconnecter avec ce sentier-là. C'est un peu comme Compostelle finalement. Des fois, tu arrives en ville, il n'y a plus rien trop qui existe, mais là, tu vois plein de traces de Kumano avec des panneaux. Puis là, hop, tu replonges dans l'esprit ici de ce superbe trek qui va te permettre de relier plusieurs temples. Et c'est un peu l'esprit qu'on veut faire jusqu'à Kitanabe. On va aller plus loin, aller approfondir cette idée-là, finalement aboutir hein, avec un recul dans le temps pour aller dans le berceau du shintoïsme avec Koyasan. Koyasan, c'est un site là, c'est une ville-village, si vous voulez, où il y a plusieurs sites et temples importants, un grand cimetière qui est majestueux dans son esthétisme. Et puis l'idée, c'est d'aller assister à des cérémonies bouddhistes matinales. Donc, encore une fois, il peut y avoir des liens avec le Népal. Évidemment, c'est tout le grand univers bouddhiste, donc c'est très intéressant, mais on est dans l'aspect monastique, si vous voulez, du Japon. Je trouvais que ça illustrait bien l'entrée des temples ou des bâtiments où il faut mettre la sandale traditionnelle. Voilà. Quand on dort là-bas, parce qu'on fait un dodo en monastère, et ben là, on est dans le plus fort du contraste. Et là, ça m'amène à parler de l'hébergement. Mais ça, c'est une salle de repas lorsqu'on va dormir à Koyasan. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont pas flexibles, des genoux, tout ça, mais il faut savoir qu'au Japon, de manger en position assise, agenouillée, c'est un peu la norme dans le traditionnel. Évidemment, avoir les genoux pliés comme ça, là, après 40, ouais, après 15 minutes, t'es plus capable. Donc, il y a toutes sortes de façons de se déplier, mais ça reste que exposer sa paume de pied, par exemple, c'est aussi dans le Japon traditionnel quelque chose de mal vu. Donc, tu peux pas avoir tout simplement les jambes de même, tu sais. Fait qu'il faut trouver, il faut respecter le code puis respecter son corps. Donc, je vous invite à vous lancer le défi. On vous donne quelques trucs à destination, mais ça, c'est belle immersion dans ce côté-là, dans ce volet-là du Japon. On va être dans des ryokans, des fois, dans l'hébergement. Ça dépend des destinations. Mais quand on voit le terme, sur le site, dans le jour par jour, c'est marqué nuit en ryokan, minshuku, auberge, hôtel boutique. Donc, il y a plusieurs déclinaisons d'hébergement. Et ici, on est dans le ryokan. Le ryokan, c'est cet hébergement-là traditionnel où il y a le setup de jour, où là, c'est plutôt installé pour le thé, et le setup de nuit, où tout ça se dissimule pour laisser place au matelas, au sol, les tatamis, etc. Donc, c'est une chambre, comme il peut y en avoir bien des chambres diverses là, dans les ryokans, mais on dort au sol, occupation double ou simple selon. On a toujours une salle commune qui est dans un jardin, ou en tout cas, du moins, il y a souvent cette installation-là et c'est très zen, c'est très reposant et ça fait vraiment du bien. On est peut-être dans le Japon que vous imaginez, dans les ryokan, c'est ce qui est le plus charmant. Le Minshuku, donc c'est la déclinaison plus accessible, moins chère, plus, ouais, je vais pas dire cheap, là, parce que c'est pas cheap, mais c'est, on va dire, le volet plus accessible d'un ryokan. C'est toujours l'hébergement un peu traditionnel, mais des fois, on va faire même des adaptations
pour avoir un lit plutôt occidental comme ici, des fois pas au sol. C'est souvent des grandes salles de repas comme ça, traditionnelles, mais quand même pas déglinguées, mais conviviales. Appelons ça comme ça. C'est souvent tenu par des familles, puis c'est relax, tu sais. Tandis que dans le ryokan, il y a un petit peu plus de protocole dans la tenue, puis dans ce qu'on va manger. Donc, voici un peu la vie dans ce type d'hébergement-là traditionnel. Et souvent, il y a les fameux onsen qui sont reliés aux hébergements, qui incarnent le repos, qui incarnent la détente. Ce sont des bains, donc, de sources d'eau chaude thermale, qui ont la particularité d'être côté homme, côté femme. Puis au Japon, ben, c'est le bain nu. Donc, tout le monde est nu entre hommes et femmes. Et puis une petite serviette, tout un code aussi là, pour l'hygiène, etc. Puis pour le japonais de faire ça, ça fait partie du quotidien. Pour le judéo-chrétien canadien, français, peut-être un peu moins. Surtout qu'on voyage en groupe, puis on se ramasse tout en gang dans le bain. C'est bien drôle, c'est bien, bien drôle. Voilà pour ce trek-là, donc les sentiers ancestraux qui peuvent se dérouler en mai, juin, octobre, novembre. Nos dates sortiront pour 2027 éminemment, ainsi que nos prix. C'est une question de jours. Je vous le dis comme ça, pour tous les nouveaux voyages, c'est une question de jours pour les prix et les dates. Ça va, je ne les ai pas perdus, je prends une gorgée d'eau. On va être rendu à notre troisième voyage, troisième temps, le sommet sacré. Ok. Je m'arrange un petit peu, la lumière est bonne. Ouais, attendez 2 secondes. Bon, soleil levant, soleil couchant. OK. Japon, sommet sacré. Donc, on avait le niveau 2, je viens de parler. Là, on va dans le niveau 3. Donc, ceux qui sont habitués à notre formule, dans les niveaux 3, on peut parler du Pérou comme référence. On peut parler de la Norvège, du Groenland, de certains treks accessibles, pas trop en altitude au Népal. Donc, on va vraiment là-dedans. On va jouer dans les Alpes japonaises, principalement. Puis c'est un niveau 3 confirmé. OK? On a voulu s'assumer, on va faire un gros trek dans les Alpes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, Japon sacré, sommet sacré, il y a une thématique aussi derrière tout ça. Comme il y en a, comme je vous ai expliqué dans les précédents. Je vais juste porter attention à la tenue du randonneur japonais. Il faut comprendre que fondamentalement, tantôt je vous parlais des grandes routes de pèlerinage, tout ce réseau-là pour relier les lieux sacrés du Japon qui ont été comme soit forcés ou incarnés dans la culture de chacun au pays depuis des siècles, eh bien, ça fait que c'est un peuple qui est habitué à se déplacer à pied. C'est un peuple où la marche ou l'exercice de faire des longues randonnées dans cet esprit-là, maintenant plutôt divertissement, sport, etc. aujourd'hui, mais ça reste que c'est fondamentalement ancré dans la culture. Donc, et puis ça a pu permettre aussi de créer un réseau de sentiers incroyable dans le pays pour faire ça. Donc, dans les Alpes, quand les Alpes ont commencé à être connues, là, autour du 19e siècle, par des aventuriers de l'Europe, quand le Japon commençait à ouvrir ses frontières après l'ère Meiji en 1868, ben, les premiers Européens qui faisaient déjà la randonnée, et qui avaient déjà connu les Alpes d'Europe, eh ben, ont vu ce territoire et se sont dit, Oh my God, c'est les Alpes de chez nous. Tu sais, donc, on nommait les Alpes japonaises un peu dans ce sens-là. La particularité de cette chaîne de montagnes, et je reviendrai tout à l'heure, c'est que c'est une chaîne de montagne qui principalement n'a pas subi des périodes de glaciation, donc d'érosion glaciaire, à part le massif du Tateyama où on va aller en particulier dans ce voyage. Donc, c'est un peu ça le filon. Et puis là, ben, là-dedans, il y a des grandes crêtes, il y a des grands treks qui traversent les Alpes du sud au nord, puis on va en faire une de ceux-là. Si on regarde ça, j'ai mis des étoiles vertes sur un fond vert, c'est pour que vous puissiez travailler fort des yeux. Donc, les sommets sacrés, en gros, ça commence à Tokyo, ça finit à Kyoto. Mais entre-temps, on aura passé par les Alpes japonaises. Pardon, ça commence à Kyoto, excusez. Ça commence à Kyoto, Kanazawa, les Alpes japonaises, le Fuji, puis ça finit à Tokyo. Ça va dans ce sens-là, gauche à droite. Nos trois
Voyons, excusez, je pèse sur les mauvais pitons. Nos trois sommets sacrés, j'y reviens tantôt, mais en gros, c'est le Hakusan, le Tateyama puis le Fujiyama. C'est trois sommets qui vont faire partie de ce voyage-là pour la grande thématique du voyage. D'abord, immersion à Kyoto. Donc, Kyoto, c'est la ville traditionnelle, c'est l'ancienne capitale. C'est ça qui, c'est l'angle, tu sais, et c'est très moderne, hein, Kyoto aujourd'hui. Mais nous, on veut plutôt aller porter un regard sur son aspect traditionnel. C'est vraiment super beau pour ça. On le fait historiquement à vélo. OK, là, comme je vous ai dit tantôt, on va moins pousser sur le volet Kyoto, mais à vélo, ça se fait vraiment bien avec des vélos de location chinois vraiment pas chers comme ça. C'est bien fait, on peut rouler le long des canaux, il y a certaines pistes cyclables un peu partout, c'est cool. On relie plein de sites, et donc tout ça, ce sera des extensions qu'on va vous proposer, puisque comme j'ai dit, on ne va plus là, mais on a une très bonne connaissance de Kyoto. On suggère vraiment à tout le monde de aller explorer tous ces sites-là, et ça se fait dans des déplacements à pied ou en vélo, ou même avec le transport en commun. Voilà, pour Kyoto. Donc, vous connaissez sûrement tous ces sites-là, peut-être. Je vous les nomme, là. Ils sont tous écrits, là, pour que vous puissiez vous repérer. Donc, en fait, on n'arrive pas tout à fait à Kyoto. On arrive à Osaka, l'aéroport de Kix. Puis, on passe un peu de temps à nuitée à Kyoto. Puis ensuite, train Shinkansen jusqu'à Kanazawa. Kanazawa, c'est intéressant. C'est une ville à l'ouest des Alpes qui a aussi beaucoup à apporter dans l'esprit de Kyoto. Donc, pour nous, on trouve que c'est un nouveau Kyoto. L'idée, encore une fois, c'est d'échapper aux masses touristiques. Là, je ne devrais pas dire trop fort ici, mais c'est ça. Kanazawa représente ça. En plus, c'est pas loin du bord de mer. C'est intéressant. C'est aux portes des Alpes. Et ça sera notre porte d'entrée pour ce voyage thématique dans les Alpes japonaises avec un petit singe qui nous regarde. Il y a des grosses crottes de yeux. Beuh. Voilà. Donc, la thématique ici, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, entrée culturelle, Kyoto Kanazawa, les trois sommets sacrés, le Hakusan, Tateyama, Fuji, puis avec un Matsumoto qui permet de se recrinquer, se remettre dedans au milieu, puis Tokyo pour le Japon moderne d'aujourd'hui. Donc, les trois sommets sacrés pour les bouddhistes shintoïstes ont chacun leur signification. Donc, le Hakusan, c'est l'eau, la déesse d'Azanami. OK? C'est la quête, la source, c'est la quête de la pureté, on va dire. C'est souvent un premier pèlerinage en montagne que les shintoïstes font. Tateyama, c'est cette notion de mort-renaissance, c'est cette transition. Ça représente beaucoup la transition des mondes. C'est la montagne de l'au-delà. C'est un massif immense là, qu'on trouve dans le nord des Alpes. Donc, on va aller chercher cette connotation-là. On va essayer de rentrer un peu dans le bain de la game. Tu sais. J'imagine que vous n'êtes pas des bouddhistes shintoïstes, mais on va essayer de comprendre ça. Parce que toutes ces montagnes-là, ces lieux géographiques-là ont ces connotations-là et cette signification. Et le Fuji, point culminant du Japon, symbole puissant, ben ça, c'est le rassemblement des âmes ancestrales. Donc, peut-être qu'il y a cette pensée-là à avoir lorsqu'on marche, pour faire un peu le lien avec ceux qui vous ont précédé. Donc, c'est un peu la thématique. À Kusan d'abord, première montagne, on passe 2 jours avec une nuitée en refuge. On est dans cet environnement-là, plutôt volcanique ce coup-ci. Suite à ça, on se transporte vers les Alpes, autour de Tateyama, vers notre deuxième sommet. Et là, les Alpes, c'est ça. Là, c'est des photos là, on va prendre un peu partout pour juste vous montrer un peu l'ambiance des Alpes et que chaque sommet a sa petite urne pour laisser une prière ou un gros lot de bâtons de marcheurs ou toutes sortes d'offrandes qu'on peut faire à ces divinités-là que j'ai expliquées tout à l'heure. Ah, là, je reviens sur la même photo, pardon. Donc, l'idée de notre traversée, ça fait qu'on va relier finalement Tateyama on va relier Tateyama à la vallée de Kamikochi. Donc, en gros, c'est un trek de 7 jours. 7 jours presque en itinérance, OK? Où là, on va relier cabane en cabane. Quand on dit le terme cabane au Japon, c'est les refuges de montagne qui sont très confortables, je vous en parle tout à l'heure. Mais c'est vraiment un trek en itinérance où on a un sac de jour le plus. C'est un gros sac de jour. On le voit là, sur les randonneurs ici. Là, les deux femmes qui vont vers l'ouest, ce sont nos groupes. Donc, des sacs d'à peu près 40 litres là, pour avoir l'essentiel, sachant qu'on n'a pas besoin de sac de couchage, pas vraiment besoin
Tu sais, tout est disponible dans les refuges, mais il faut quand même avoir des vêtements de rechange, puis de quoi faire face à toutes les conditions. La particularité de cette trek-là, c'est qu'on monte sur les crêtes. Donc, on monte tout de suite en altitude entre 2500 mètres et 3100 à peu près pour relier toute cette traversée-là, finalement. Et donc, c'est des quêtes de sommet où on va monter, descendre. Et des fois, c'est très incisif comme passage. Des fois, c'est très escarpé. Aérien serait le bon mot. Donc, on voit un peu, et des fois même, ça peut ressembler à nos bons vieux sommets du nord-est des États-Unis, si jamais vous n'y avez pas été depuis un bout à cause de M. Trump. Eh bien, ça peut ressembler à ça, là, la crête du Mont Lafayette. Ben, on retrouve un peu ces affinités-là, mais vous voyez le sentier là, qui culmine sur toutes les crêtes, des fois il descend très bas pour remonter. Donc, c'est ça le grand challenge. On fait ça pendant une longue semaine, mais ça, c'est des refuges dans lesquels on va dormir. Donc, ils sont vraiment une ambiance super sympathique. Repas cuisinés sur place, espace commun pour jouer à des jeux, se détendre, petit coin hygiène, mais il n'y a pas de douche dans ces refuges-là, mais il y a quand même des petits coins hygiène de base. On retrouve tous les services et c'est ce qu'on va relier en tout temps dans cet écosystème-là. On voit ici des fois des chaînes pour se tenir. Donc, des fois, quand je dis escarpé, c'est pas une joke, là, c'est escarpé. On dit pas qu'il y a du vertige dans ce trek-là, mais on dit quand même qu'il faut être habitué d'être à l'aise à marcher dans des hauteurs, avoir un environnement ouvert, etc. Donc, il n'y aura jamais de danger, c'est-à-dire de tomber dans le vide, etc. On n'est pas là chez Caravanier, là, mais ça reste que c'est un trek aérien. Ça, c'est le bon mot qui peut des fois donner des sensations. Notre quête aussi pendant ce trek-là, c'est pas une des montagnes sacrées, mais c'est une montagne très importante pour les Japonais. C'est le Yarikatake, qu'on retrouve ici par sa pointe très pointue. C'est vraiment une dent là, de géant qui ressort. On voit de très loin dans les Alpes. Et ça, on aura l'occasion, si on le veut, c'est optionnel de faire l'ascension. Vous voyez les petits marcheurs, là? Le long, là, c'est une échelle et chaîne de métal tout le long. Donc là, oui, si vous avez le vertige, je déconseille fortement l'ascension du Yarigatake. Mais si vous avez un petit côté aventureux, eh bien, on vous y accompagne, comme ici. Et le port du casque est obligatoire. On le prend depuis le refuge au pied de la montagne. Donc, vous voyez que c'est un niveau 3 confirmé, là. On est dans l'esprit montagnard japonais. Et ce que j'aime beaucoup, je reviens sur cette photo-là, faites fi des grimpeurs, là, c'est cette ensemble de chaînes de montagnes à perte de vue. Les vallées, souvent recouvertes de nuages, cette humidité-là chaude qu'on retrouve, ça nous rappelle vraiment le Népal dans les zones de 3000 mètres environ. Et ça, c'est, en tout cas, pour être un grand randonneur du Népal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rappelé émotivement ces moments-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a traversé les crêtes, OK, on est rendu à la sixième journée, bien, on redescend tranquillement dans la vallée de Kamikochi. On passe des grands ponts. Ça aussi, ça peut nous rappeler le Népal. Et la vallée de Kamikochi, c'était cette immense rivière-là, finalement, qui descend des Alpes vers le sud-ouest et qui nous amène dans ce superbe endroit, ce superbe cirque montagnard. La vie en refuge. La vie en refuge, ben, c'est celle-ci. Vous voyez, donc c'est quand même assez confortable. Toujours accès à des boissons chaudes, du thé en tout temps. Il y a même des fois des petits fûts de bière. Et les repas. Donc, quand on est dans cet environnement-là de refuge, souvent je dis on est en décalage horaire par rapport au reste du pays. C'est que c'est très ponctué pour le randonneur matinal, les refuges au Japon. Souvent, je dirais pas qu'on est les seuls occidentaux, tu sais, à faire ça, mais on est en minorité. Donc, le japonais, lui, dans son code là, de bon marcheur, il se lève très tôt le matin pour marcher dès l'aube, dès le lever du soleil, pays du soleil levant. Donc, quand je dis on change, on décalage horaire, c'est-à-dire qu'on va tout décaler 2 heures plus tôt. On va manger vers 5h30, puis on va déjeuner à 5h30. Tous les matins, tous les soirs. OK? Donc, les soirées, souvent autour de 8 heures le soir, c'est sayonara, bonne nuit. OK? Puis le matin, c'est très tôt, 5 heures, on est sur le piton, puis 5h30 tapant, il faut aller déjeuner. Donc, ça, c'est la ponctualité, c'est fondamental dans les choses, les codes à respecter. Eh bien, ça, on va l'apprendre là-bas. La vie
dans les refuges est très sympa, mais c'est des refuges quand même abondés. Tu sais, il y a beaucoup de monde. C'est un peu tout empilé à gauche, à droite. Toujours séparé des rideaux, mais des fois, il y a des espaces à 3 lits, des espaces à 4, 5 lits. Donc, c'est la vie commune. Il faut quand même savoir que malgré tout cet achalandage-là, ben, à 8 heures, à 8 heures, c'est le code. On se repose dans notre lit, mais la lumière est encore allumée, pas de bruit. Puis à 9 heures, c'est dodo, silence. Puis à 5 heures, il y a le petit réveil qui sonne pour commencer la journée. Donc, c'est ça, pendant 7 jours, on est vraiment en immersion dans cette tradition-là de montagnarde japonaise pour traverser les Alpes du nord-ouest au sud-sud-ouest à peu près. Voilà, donc tout ça, ça aboutit à une petite ville sympathique où on aura l'occasion de se reposer dans un environnement détente Ryokan Onsen. Il faut quand même détendre le randonneur et ses cuisses. Puis ensuite de ça, immersion plutôt culturelle, visite de ville, relax, dans les petites rues de Matsumoto. Matsumoto, c'est reconnu pour son château Meiji, j'en parlais tout à l'heure avec Himeji. C'est un autre des châteaux importants du Japon. Puis toutes ces petites villes, puis son centre, puis son canal central qui donne un peu la couleur de la ville. Tout se fait à pied, c'est vraiment sympa. Ça sera la porte de transition pour aller au sud-est vers le dernier des sommets sacrés, le Fujiyama, à 3776 mètres. C'est le point culminant du Japon. On aime ça mettre dans le bain, comme je vous ai dit, là, plusieurs explications à connotation ancestrale. Eh bien, il faut comprendre que le Fujiyama, c'était aussi un trek super important à l'époque, un pèlerinage, c'est-à-dire pour aller vers les cieux. Donc, il y avait des temples qui symbolisaient l'entrée de ces différentes voies d'accès. On y va sur un d'entre eux. Et puis, on se met un peu dans l'ambiance pour se lancer sur l'ascension. On va pas tout faire, l'ancien sentier. On va partir de la porte 5 après. Mais c'est quand même dans l'esprit qu'on veut donner pour cette ascension-là. Nos dates de départ pour ce voyage-là vont être en septembre-octobre, donc hors de la saison d'ascension du Fuji, a priori, parce que ça se peut qu'on fasse un départ d'été pour les gens qui ont que l'été comme vacances. Parce que c'est très achalandé, le Fuji, si on est en saison, mais passé le 15 septembre, c'est très tranquille. Et là, on fait ouvrir une cabane qu'on connaît. Monsieur Sato, ça fait des années qu'on va là, là. Autant l'hiver, toutes les saisons, là. Et puis, il va nous accueillir pour notre nuitée avant de partir pour le sommet. Donc, Monsieur Sato, j'ai mis quelques photos historiques, là, 2012 ici, 2017. On voit qu'on prend du gabarit, on blanchit, on se fait teindre les cheveux, Monsieur Sato, on vieillit un petit peu. Ça, c'est en 2024, mais ça reste une tradition tu sais, de longue date de travailler avec lui dans cette cabane-là, parce que c'est un passionné de montagne. Ça reste une ascension quand même intense, c'est 1400 mètres, mais sur un terrain relativement facile, volcanique, très bien aménagé. Briefing à la veille, on se couche très tôt, on se réveille très tôt parce qu'on va partir vers 3 4 heures du matin pour aller voir, au moins contempler le lever du soleil pendant l'ascension. Voici scène de lever du soleil, qu'on ne regarde pas le lever du soleil. Et puis vers le sommet, les 3600 mètres, 3700 mètres, les premières tories là, qui nous amènent dans le domaine des dieux, vers le top du volcan. Et là, on va reconnaître toutes les cabanes là, qui accueillent tout le tourisme pendant la saison où c'est ouvert. Et là, l'idée, c'est de faire un tour du cratère, environ 1 heure de marche, pour aller au point culminant, puis profiter de cette, c'est vraiment une très belle vue. Des fois, même si c'est couvert, mais ça reste que la symbolique, hein, est très, très forte. Donc, on parlait de tout ce retour-là dans l'ancestralité, là, ça, personnel. Ben, c'est le moment, peut-être, d'avoir une pensée pour ceux qui vous ont précédé, et qui vous importent dans votre vie. Voilà. Sinon, ben, j'arrive avec Tokyo parce que l'idée, c'est de contraster tout de suite Fuji à Tokyo, puis on finit avec une journée là-bas. Donc, on est dans la plus grande ville du monde. On est dans le Blade Runner de 1982. C'est le futur, c'est la modernité, c'est le regard qu'on veut donner à cette ville-là dans notre voyage. Après ça, il y a plein d'autres Tokyo vraiment cool, vraiment relax aussi. Mais nous, c'est ce qu'on veut vous donner. Donc, entre autres ici à l'intersection de Shinjuku. Donc, ça sera ça et possibilité d'extension pour tous ceux qui désirent prolonger à Tokyo.
Voilà, et ça se passe de juillet à octobre. Je vais juste faire une petite, avant de lancer mon dernier chapitre, je vais juste prendre des questions, parce que j'ai pas capable de remettre mon curseur. Mhm. Ce sera pas long. La techno m'emmerde. OK. Je vais prendre vos questions en rafale, OK? Donc, Louiselle me dit combien de jours, combien de jours. Non, donc le Kumano, là, le Kumano Kodo, le Nakasendo, c'est des niveaux 2. OK? Donc, on fait 3 jours et demi dans le Nakasendo, puis on fait 5 jours en tout dans le Kumano Kodo, mais on part toujours, c'est des day hike, formule de randonnée à la journée. Donc, niveau 2 confirmé. C'est l'idée, c'était vraiment ça, c'est de prendre notre voyage actuel, le scinder, puis vraiment de mettre le niveau 3 pour la traversée des Alpes. Est-ce que Oui, 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 il y aura rediffusion, Gérard. Oui, tout à fait. Durée de ce voyage, lequel? Les prix, s'il vous plaît, ça va être en ligne, comme je vous disais. OK, donc vous allez voir, je vous invite à aller voir sur le site Internet. Tous les voyages sont sur le site Internet, sur la page Japon. Et tous les détails y sont. Il manque juste les dates et les prix et ça sort dans les prochains jours. On a juste des petites choses à terminer, puis la conférence est arrivée rapidement. Bouffe à traîner, oui, notre lunch de jour. Notre lunch de jour. Donc, lunch de jour. Lunch pour randonnée journalière. Donc, se vend des bento qu'on nous fait dans les hébergements ou quelque chose qu'on va préparer, que le guide va préparer. OK? Durée du voyage niveau 3, ça va être 18 jours. Ça va être le plus long des nouveaux voyages. Ben, pas le plus long, non, 18 jours, c'est ça la réponse. Parce que quand même, il y a les 7 jours de traversée, il y a la Kusan en 2 jours, puis il y a le Fuji en une journée et demie à peu près. Donc, c'est 11 jours de marche sur 18, le reste entremêlé de tout ce que j'ai nommé, visite de ville, immersion, etc. Voilà. Euh, Depuis combien de temps c'est devenu, le buzz est post-pandémie, là. Vous savez, il y a eu les Jeux olympiques hein, en 2020 et finalement ça a été 2021. Puis là, ben, le monde a redécouvert le Japon. Les Japonais se sont structurés pour accueillir le tourisme et puis ça a fait que là maintenant c'est ouf, les grandes villes, du moins, sont super achalandées. Tous les lieux faciles d'accès sont super achalandés. Nous, l'avantage qu'on a dans nos treks, OK, c'est que tout le système de réservation, je le fais faire par mon chum Camille, qui travaille pour nous. Et puis lui, il parle japonais, donc on peut avoir cette communication-là. Et ce qui nous permet ça nous ouvre énormément de portes que sinon, c'est compliqué d'avoir si tu t'organises par toi-même. Fait que voilà. Et puis en plus, dans le trek du Nakasendo Kumano Kodo, on fait tout le déplacement en minivan privé qui est à nous, là. Fait que ça nous permet d'aller dans des petits villages, dans des endroits inusités, d'avoir notre propre horaire. Donc ça aussi, c'est un service que peu d'agences ont, là, tu sais. Fait que voilà. Voilà, voilà. Écoutez, je termine. Le match j'imagine qu'il y a des amateurs de Canadiens. Je termine juste avec le voyage de ski qui va se dérouler en avril, ski de randonnée. Puis sinon, ben, je vous remercie ceux qui quittent là, peut-être. Je vais répondre à vos questions aussi. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ça. Ça va être en version rediffusée sur YouTube dans les prochains jours si vous voulez porter plus attention à ce que je dis ou ce que vous avez manqué. Combien de kilos qu'on transporte dans le sac? Dans le sac, donc ça dépend. En fait, dans le trek en itinérance dans les Alpes, ça peut aller autour de 10 kilos facile parce qu'on va quand même être autonome pendant 7 jours. Mais l'idée, c'est d'être minimaliste puis d'avoir quelques petits vêtements de rechange. Pour le reste, ça le fait quand même, là, parce que tous les refuges ont beaucoup, beaucoup de petits services qui nous permettent de ne pas transporter grand-chose, pas de sac de couchage, pas rien. Hygiène de base, donc voilà. Sinon, est-ce possible d'accommoder une personne végétarienne? Bien sûr, au Japon, c'est facile. Par contre, dites-moi pas que vous êtes allergique aux poissons parce que ça, on peut pas. Pour vrai, on peut pas accommoder quelqu'un qui est allergique aux poissons ou qui aime pas le poisson. C'est tout. Il y a du poisson dans tout. Fait que c'est ça. Des groupes, j'ai pas nommé. Donc, si vous n'êtes pas habitué à notre formule, on appelle ça des petits groupes. Là, c'est entre 6 et 12 personnes nos tailles de groupe. Des fois 13 en quelques exceptions. S'il y a une combinaison, des fois un couple qui s'ajoute à un groupe de 11, c'est la seule exception. Donc oui, pour les arbres, c'est ça. Donc je disais Jean-Pierre, pour le poids des sacs.
Encore une fois, c'est un exercice d'être minimaliste parce que vous savez, tout au long de ce voyage, tous les voyages que j'ai nommés finalement, on va beaucoup accommoder le transport des grosses valises, tu sais, pour fluidité. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc, rendre plus fluide les déplacements en transport en commun. Donc, on a un système de transport là-bas qui s'appelle le chat noir, alors Black Cat, qui est, tu étiquettes tes bagages, viens de les prendre à un hôtel, tu les apportes à un autre. Donc, souvent, quand on part hein, pour un trek, ben, on fait ça. La grosse valise s'en va à l'endroit où on va arriver. Puis nous, on prend juste l'essentiel pour la journée ou pour, ouais, pour les 2 jours ou pour les 7 jours ou pour peu importe la durée que va durer notre trek. Donc ça permet de partir avec l'essentiel. Et donc, fait conséquemment, minimaliste, d'aller avec l'essentiel, faire des petites lessives s'il le faut, mais d'essayer de vivre avec le moins de patente possible. Et ça, c'est quand même cool. Ça va dans l'esprit zen aussi du pays. Puis tous les randonneurs japonais, c'est ça qu'ils font, là. Ils ont des petits packs de 40 litres maximum, puis ils vont vraiment tout mettre l'essentiel là-dedans. Voilà. Donc, les prix, si vous regardez sur notre site Internet, là, je réponds à Raphaël à toutes les questions. Je conclurai pour ceux qui le veulent bien avec le ski, là. Si vous voulez, même, je vais arrêter de partage, mettre ma face. En tout cas, donc, je suis pas capable de le faire. Donc, pour les prix, donc oui, les billets d'avion sont jamais inclus parce que c'est un trop gros gambling pour nous de prendre des allottements sur des vols, puis ça fait trop de mauvaises surprises, surtout dans un contexte où le prix du gaz est variable, mettons. Donc, c'est à rajouter. Il faut regarder selon la période, des fois c'est entre 1500 et 2000 à peu près, là, les vols, là. Est-ce que vous faites des pré-rencontres? Oui, évidemment. Donc, pour chacun de nos voyages, OK, donc, en fait, ouais, vous pouvez me dire dans le chat si vous êtes habitué à la formule caravanier parce que peut-être que je prends trop pour acquis que vous l'êtes. Donc, en fait, tous nos voyages et des rencontres pré-départ. Souvent, on les ferait en virtuel parce que les gens viennent à peu près de la grande globalité de la francophonie canadienne de l'Est, là. C'est-à-dire un peu l'Ontario, beaucoup, beaucoup, beaucoup le Québec, puis Nouveau-Brunswick. Mais donc, des fois, les pré-départs à Montréal, ça marche pas. Fait qu'on les fait dans un appel Zoom. Fait que là, on rencontre tout le monde, puis là, on parle vraiment avec les détails, la logistique du voyage. On a aussi des documents avant le départ, comme des fiches culturelles, quoi lire, quoi regarder comme film, tu sais, super intéressant, se mettre dans le bain, là, tu sais. Fait que, tu sais, on a toute une liste d'équipements avec photos très détaillées, des vidéos explicatives pour les affaires compliquées à comprendre. Donc, vous êtes vraiment bien encadré. Tu sais, notre but à nous, c'est vraiment de rendre l'accompagnement le plus adéquat possible avant de partir. Tu sais. Les bonnes surprises, on vous les dit pas, mais les mauvaises, on les prévoit. All right. Fait qu'écoutez, vous pouvez me balancer vos questions en rafale. Je me lance et j'ai à peu près 15 photos pour le ski, si ça vous dit, là. Puis ça va conclure après ça ma présentation Japon. Donc, je me relance, puis après ça, je regarderai à nouveau les questions. Donc, on est rendu sur le quatrième temps, le Japon. Ski, Sakura, Sake. Je trouvais que ça sonnait très bien, ça. Ski, Sakura, Sake. Puis c'est les trois thématiques du voyage de ski de rando qu'on fait. Ski en période de floraison des sakuras, puis aussi avec tout ce qui est vendanges, si vous voulez, ou le saké nouveau printanier. Donc, dégustation du saké qu'on retrouve aussi dans les Alpes, qui est sympa. Donc, si on regarde ça sur une carte, ça donne ça. On est arrivé à Tokyo. On repart de Kyoto. Donc, encore une fois, les deux villes principales. On va se concentrer sur Matsumoto, principalement. Akuba pour le ski en centre, autour du Norikura. Puis, voyage en itinérance en ski dans les Alpes, donc Tateyama et quelques refuges. Donc, évidemment, nous, on a une expertise dans cette région-là des Alpes, donc on la garde aussi l'hiver. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de changements par rapport au trek sommet sacré. C'est juste qu'on le fait moins longtemps que les 7 jours, puis on le fait encore dans des conditions, quand c'est encore des conditions hivernales, mais en avril, donc avec un climat plus doux, puis une neige plus stable. Puis on finit ça à Kanazawa, qui est notre nouveau Kyoto, puis après ça, Kyoto. Donc, Matsumoto, d'un autre angle, la nuit, c'est une ville d'arrivée là, pour se mettre en immersion. La période de floraison des sakuras qui est superbe. Donc, comme j'ai dit peut-être au début de la conférence, c'est de mars à mai à peu près. Ça va varier selon l'aspect précoce
de la saison, tu sais, si ça dégèle plus vite, si ça se réchauffe plus vite, etc. Il y a des applications, puis des sites Internet qui parlent, qui anticipent la floraison des sakuras, là, pour que les gens puissent prendre ça dans leur pic. Donc, ça va varier de mars à avril selon la longitude, la latitude, oui, dis-je bien, dans le pays. Tokyo, donc là, ce côté-là, pour ce voyage-là, il va parler plus on va aller chercher un peu plus les extrêmes. Tu sais, le ski, la culture du ski, c'est pour ça, ski, boisson, beauté, là, on va tirer avec ces pôles-là. Donc le Japon un peu funky, comme à Tokyo, qu'on peut retrouver. Tu sais. On va essayer d'aller donner une connotation à Tokyo qui est dans le plus nightlife, plus dans le Ouais, on va chercher les contre-cultures, disons, les petites ruelles, les petites places. Tu sais. On veut vraiment aller chercher un Japon aussi le plus authentique possible à ce moment-là de l'année. Donc, les petites rues de certains quartiers, là, comme je vous disais, là, ce cycle-là de la vie post-travail, là, on veut y aller à fond. En parlant d'y aller à fond, les sumos. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment des horaires de compétition et tout. Mais bon, ça, c'est un autre volet qu'on veut pousser les barils de saké, tout ce qui est l'art et la tradition de la culture du saké. C'est quand même fou, le Japon, là. Fait que démystifier ça, être en mode dégustation après ski. Donc, tout ça qu'on veut pousser dans cette thématique du Japon, l'hiver, ou en tout cas du moins printemps-hiver où là, on peut tout voir les paysages enneigés. Donc, Akuba, c'est le premier centre d'intérêt. Je vous parlais tout à l'heure que Camille est guide de ski, il était guide de ski dans les Chic-Chocs. Ben, il est guide de ski aussi dans les Alpes japonaises. Il habite à côté d'Akuba. C'est son territoire de jeu pendant l'hiver. Fait qu'on voulait vous faire profiter de son expertise à destination. Donc, Akuba, c'est plutôt du centre de ski. On va se faire la main ou les pieds là-dessus. Bref, donc, découvrir cette immensité-là, ce territoire-là infini, toujours dans ce contraste-là aussi avec la détente post-journée de ski. Ici, je prends l'image bon, des macaques japonais pour le onsen, mais bon, la tradition du bain thermal, ça remonte à loin, il faut croire. Les villages comme ça qui ont leur connotation, même en fin de saison, plutôt sous la neige, ou des neiges lourdes là, qu'on va retrouver en avril, mais un manteau neigeux qui est favorable pour la stabilité dans les Alpes. Moins d'avalanches, plus facile au niveau du déplacement, moins froid. Donc, c'est ça le but. Et là, on parle de ski de randonnée, donc c'est-à-dire des skis avec un système de flex et de peau de phoque pour pouvoir se déplacer en randonnée alpine. C'est ça le terme. Et des fois, il y a des descentes, mais c'est principalement du touring. Donc là, j'ai nommé à peu près tous les adjectifs qu'il y a. Donc, c'est vraiment marcher de refuge en refuge pendant 3 jours à partir de Tateyama jusqu'à un petit peu plus au sud. Puis, on va quand même voir certains endroits clés, classiques du Japon, mais peut-être, je dis bien peut-être, là, sous un couvert neigeux, euh, vers Tateyama, le village, et puis un peu plus loin, Kanazawa. Donc voilà, c'est un peu la même thématique, mais avec les punchlines que je vous ai lancées. Et toujours, cette notion d'esthétisme des machines distributrices qu'on trouve dans les endroits les plus nowhere du pays et qui me fascinent fondamentalement. Donc voilà, même au niveau des icônes traditionnelles, on va aller chercher quelque chose de plus punché quand on va revenir à Kyoto et ce voyage aura lieu en avril prochain. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, je vais juste arrêter mon partage. Je reste présent pour des questions. Cool. Bon, ben, je constate. Oui, les prix. Cool. Bon, ben, je constate. Oui, les prix. Oui, Louisa. Donc, les prix, c'est vraiment une question quelques jours. Donc, restez à l'affût, là. Je pense qu'on va faire une communication aussi, réseaux sociaux, Facebook, newsletter, là, pour la sortie, mais c'est imminent, prix et date. Juste petit retour. Ski, quel niveau pour la descente? Faut juste être à l'aise avec des skis. Donc, on ne demande pas c'est pas de la poudreuse là, dans le fond tu sais, c'est pas ça l'esprit, mais il faut juste être à l'aise à descendre, tu sais. Puis même des fois, on y va même si c'est pas esthétique, tu sais. C'est pas l'esprit du voyage de ski, c'est pas aller chercher de la descente, c'est plutôt de se mouvoir sur le territoire, mais hors saison, en tout cas du moins.
Tu sais, c'est le ski de fin de saison pour le ski, mais si on est en deux saisons, un peu d'achalandage, puis c'est un autre moyen de locomotion dans les Alpes japonaises où c'est sublime quand c'est tout recouvert de neige. Donc, c'est vraiment plus du touring, mais des fois, oui, il y en a des descentes à faire. Fait qu'il faut juste être à l'aise de base à descendre. Fait que, ça tombe bien, c'est en avril, il y aura une saison de ski avant au Québec pour se pratiquer, là. Mais ceux qui ont déjà fait le voyage dans les monts Gros avec nous, Euh, c'est euh, c'est à peu près le même esprit, là. Mais moins même, encore moins axé sur la descente. Tu sais. Fait que c'est ça. Lequel des voyages préfères-tu? Ben écoute, moi je suis un passionné de longue rando puis d'expédition. Fait que c'est sûr, j'ai une tendance à aller vers le plus engageant. Le trek de la traversée des Alpes, c'est ma décision d'une certaine mesure. J'assumais, parce que je trouvais que notre ancien voyage n'était pas 100% assumé. Il était dans son identité ambiguë. Un petit peu découverte culturelle, un petit peu sentiers ancestraux dans un contexte d'histoire, puis un petit peu les Alpes. Là, on y va. Tu sais, on a juste comme assumé nos identités, mais on les a séparées. Fait que 7 jours en itinérance, moi, je trippe au bout. Tu sais. Puis surtout qu'il y a une immersion culturelle dans les refuges avec les Japonais et tout, là. La culture des marcheurs, c'est fort, là. Fait que moi, c'est celui qui m'anime le plus. Mais là, je vous dirais aussi en regardant tout ça, en ayant préparé tout ça, Nakasendo, Sentiers ancestraux, c'est pas moi qui guiderais un voyage comme ça parce que c'est trop lourd en connaissance culturelle là, du pays, mais des gars comme Camille ou Antoine vont te livrer tu sais, quelque chose de vraiment fort pour saisir tout le pays, puis aussi parler énormément de leur vécu, eux autres comme gaijin et étrangers dans le pays, tu sais, puis de parler un peu de leur connaissance de tout ça. Donc, ce sont vraiment les meilleurs là, pour des treks où si tu recherches plus un volet culturel ou une espèce d'équilibre entre les deux. Yes. Plaisir. Bon, ben, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Sinon, ça sera par téléphone ou à l'écrit. Au plaisir tout le monde. Bonne soirée. Arigato gozaimashita.